En 2010, une vidéo a circulé sur Internet montrant une personne tuant des chats d'une manière brutale. Cette vidéo a provoqué une vague d'indignation chez certaines personnes. Ces dernières ont décidé de s'unir pour identifier le tueur de chats. Ils sont devenus comme une équipe d'enquêteurs amateurs, dont le seul objectif était de trouver cet individu. Mais le tueur ne s'est pas arrêté à cette vidéo. Il a continué à surprendre ses enquêteurs avec d'autres vidéos similaires. À chaque fois, il effectuait des actions provocantes, comme publier une photo de lui-même avec son visage flouté. Il était clair que le tueur prenait du plaisir à les voir chercher après lui. Ce que personne ne savait, c'était que ce tueur cachait des choses bien plus grandes et plus dangereuses que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il avait des plans et des idées terrifiantes qui allaient rapidement transformer cette affaire. Ce qui n'était qu'une simple recherche d'un tueur de chats allait devenir une affaire beaucoup plus étrange. Je n'exagère pas en disant que c'est l'une des affaires les plus étranges que vous pourriez rencontrer. L'histoire commence en novembre 2010. À cette époque, une vidéo a circulé montrant deux petits chats et une personne jouant avec eux. À première vue, cela semblait être une vidéo innocente, comme celle des chats populaires sur Internet. Mais ce qui se passe ensuite est terriblement choquant. Cette personne méprisable place les chats dans des sacs plastiques pour aliments, utilise un aspirateur pour en retirer l'air et laisse les chats mourir asphyxiés. Rien que la description de la vidéo, sans même la voir, suffit à faire bouillir le sang. C'est exactement ce que de nombreuses personnes ont ressenti après avoir vu la vidéo. Comment quelqu'un pouvait-il atteindre un tel niveau de cruauté et de bassesse? Ce sentiment d'indignation et de colère a poussé beaucoup de gens à se sentir obligés de retrouver cette personne et de la traduire en justice. C'est ainsi que certaines personnes ont créé un groupe sur Facebook. À l'époque, en 2010, Facebook était le plus grand réseau social utilisé par presque tout le monde. Un certain nombre de personnes ont rejoint ce groupe, dont l'objectif était de trouver l'individu de la vidéo, le tueur de chats. Deux membres du groupe méritent une attention particulière. Une femme appelée Diana Thompson, qui utilisait le pseudonyme Bodie Mouvon pour préserver son anonymat, et un homme connu sous le nom de John Green, un autre pseudonyme. Lui aussi n'utilisait ni son vrai nom, ni sa vraie photo. Diana et John faisaient partie des personnes profondément indignées par la vidéo et avaient rejoint le groupe Facebook pour aider à traquer cet individu. Dans la vidéo, une partie du visage de l'auteur était visible, mais pas clairement identifiable. Il semblait ne pas avoir fait de gros efforts pour cacher complètement son identité, comme s'il voulait défier ceux qui essaieraient de le trouver. Cette vidéo avait été publiée sur YouTube depuis un compte appelé You Only Wish 500. En explorant le profil du compte, les membres ont remarqué qu'il avait aimé une vidéo du film Catch Me If You Can. Ce film raconte l'histoire vraie d'un escroc qui falsifiait des chèques et usurpait des identités pour échapper au FBI. Le tueur semblait admirer ce film et cela ressemblait à un message de défi. « Attrape-moi si tu peux ». Ce sentiment de défiance était renforcé par ses réponses provocantes aux commentaires sur la vidéo, où il insultait et se moquait des gens qui exprimaient leur dégoût ou disaient qu'ils paieraient pour ses actes. Les membres du groupe ont commencé à analyser minutieusement la vidéo pour trouver des indices. Ils ont examiné chaque détail, la couverture avec un dessin de loup, le mobilier, le lit, la table, la porte et sa poignée, ainsi que la prise électrique visible dans la pièce. Chaque élément pouvait être une piste. Par exemple, les prises électriques varient selon les pays et pouvaient donner un indice sur la localisation de l'individu. Ils ont même trouvé où était vendue la couverture avec le dessin de loup, ce qui pouvait les rapprocher de leur cible. John Green a dessiné un plan simplifié de la pièce en se basant sur l'analyse de la vidéo, concluant qu'il s'agissait d'une petite chambre. Un autre indice majeur est apparu dans la vidéo. En arrière-plan, on pouvait entendre une émission télévisée en russe. Certains membres du groupe parlant cette langue ont immédiatement reconnu qu'il s'agissait du russe. Cela a mené à l'hypothèse que cette personne était soit russe, soit résidait en Russie.
Ensuite, ils ont découvert que le son provenait d'une série russe et ont même réussi à identifier l'épisode en question. Mais en analysant davantage l'enregistrement, ils ont remarqué qu'à la fin de la vidéo, un bruit étrange, comme un clic, interrompait brusquement le son. Intrigués, ils ont étudié ce bruit et sa signification. Les membres du groupe ont conclu que le son de la série n'était qu'un enregistrement. Cela montrait que le tueur jouait avec eux, cherchant à les tromper en leur faisant croire qu'il était en Russie. Cette manipulation leur a fait perdre plusieurs semaines à analyser cet indice, pour finalement comprendre que ce n'était qu'une ruse. Peu après, une nouvelle vidéo est apparue. Cette fois, on y voyait le tueur tenant les cadavres des chats qu'il avait tués. Dans cette vidéo, seules ses mains étaient visibles et les corps des chats semblaient rigides, preuve qu'ils étaient morts. C'était une vidéo ouvertement provocante. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Un compte nommé John Smith a rejoint leur groupe Facebook et a publié une photo. Sur cette image, on voyait le tueur, son visage flouté, tenant l'un des deux chats morts. Les membres du groupe étaient sous le choc. Ce compte John Smith appartenait clairement au tueur. Bien sûr, ce nom était faux, John Smith étant un pseudonyme très courant. Mais ce qu'ils savaient maintenant, c'est que le tueur était parmi eux, dans leur groupe, suivant leurs discussions et leurs enquêtes. Cela a inquiété certains membres, car beaucoup utilisaient leurs vrais noms et photos, ce qui pouvait les mettre en danger. Malgré cela, ils ont continué leurs investigations. Ils ont analysé la nouvelle vidéo image par image, espérant trouver de nouveaux indices. Cette fois, ils ont remarqué une boîte de cigarettes apparaissant brièvement. Les boîtes de cigarettes varient beaucoup d'un pays à l'autre, même pour une même marque, car elles doivent se conformer aux réglementations locales. En examinant cette boîte, ils ont remarqué un avertissement du Surgeon General indiquant les risques de cancer et de maladies cardiaques. Ce type d'avertissement, dans cette formulation précise, n'était présent que sur les cigarettes vendues en Amérique du Nord. Cela réduisait la localisation possible du tueur à 3 pays, le Mexique, les États-Unis ou le Canada. Mais ce n'était pas le seul indice. Une autre découverte importante était un aspirateur jaune distinctif visible dans la vidéo. DNA, après des recherches, a réussi à identifier le modèle exact de cet aspirateur, fabriqué par une entreprise appelée Kenmore. Après avoir contacté la société, elle a appris que ce modèle n'était vendu qu'en Amérique du Nord. Cela confirmait à nouveau que le tueur se trouvait probablement dans cette région. Cependant, l'enquête a pris un tournant chaotique lorsque des groupes et associations de défense des animaux ont commencé à parler de cette affaire, offrant une récompense de 5 000 $ pour toute information permettant de retrouver le tueur. Cette annonce a attiré une grande attention médiatique et de nombreuses personnes ont rejoint le groupe Facebook initial. Bien que l'intérêt croissant pour l'affaire semblait positif, cela a également engendré de la confusion. Beaucoup de nouveaux membres, motivés par la récompense, publiaient des informations erronées, des preuves aléatoires ou des théories absurdes. Le travail méthodique de Diana, John Green et des premiers membres du groupe s'est retrouvé noyé dans le chaos. Une inquiétude majeure a alors émergé, que le tueur de chats puisse évoluer en un tueur d'humains. Une psychologue criminelle, analysant son comportement, a conclu qu'il aimait attirer l'attention, se sentait supérieur aux autres et prenait plaisir à les manipuler. Ce profil narcissique, combiné à des actes de cruauté sadique envers des animaux, était un signal d'alarme. De tels comportements sont souvent observés chez des tueurs en série comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ou Ed Kemper. Malgré tout, l'identité réelle du tueur restait un mystère. Et le chaos régnant dans le groupe Facebook compliquait encore davantage les investigations. Peu de temps après, certains membres du groupe original, dont Dina et John Green, ont reçu un message privé sur Facebook. Ce message provenait d'un compte nommé Beverly Kent, clairement un pseudonyme ou un faux profil, tout comme le précédent. Ils ignoraient si ce compte appartenait au tueur ou à une autre personne inconnue. Le message disait simplement « La personne que vous cherchez s'appelle Luca Magnotta ». Les membres du groupe étaient intrigués. Qui était ce Luca Magnotta? Au début, ils pensaient que ce nom était peut-être une fausse piste. Mais par curiosité, ils ont cherché ce nom sur Internet et ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant.
Des centaines d'articles, de photos et de vidéos parlaient de lui. Sur YouTube, ils sont tombés sur une vidéo montage de ses photos accompagnée d'une musique. Luka apparaissait dans ces images comme un mannequin ou un modèle de mode. En creusant davantage, ils ont lu des articles et vu des interviews décrivant cet homme comme une célébrité vivant dans le luxe. Ces photos montraient un style de vie extravagant, avec des clichés pris à travers le monde. À la plage aux Bermudes, en Suède, en Russie, à Paris, à Rome et bien d'autres lieux. Sur Facebook, ils ont découvert des dizaines de pages à son nom, censées être des pages de fun. À première vue, tout cela donnait l'impression qu'il était célèbre et admiré. Les commentaires sur ces pages louaient son apparence et son charme, et les articles parlaient de ses relations avec des célébrités, des chanteurs et des actrices. Pourtant, aucun des membres du groupe n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Quand ils ont comparé une de ces photos avec l'image de profil du tueur des chats visible dans la vidéo, ils ont remarqué une forte ressemblance au niveau des traits du visage, surtout de profil. Toutefois, l'image du tueur n'était pas suffisamment claire pour être une preuve irréfutable. Face à cette découverte, Dina, John Green et d'autres membres ont décidé de ne pas partager cette information dans leur groupe public, car ils savaient que le tueur les surveillait. Ils ont alors créé un nouveau groupe secret appelé Luka Intel, pour renseignements sur Luka, uniquement accessible aux membres en qui ils avaient pleinement confiance. Leur objectif était de se concentrer sur ce Luka Magnotta, de collecter plus d'informations à son sujet et, si possible, de découvrir où il se trouvait. En examinant plus attentivement, ils ont trouvé une vidéo de lui participant à une audition, vraisemblablement pour un poste de mannequin. Dans cette vidéo, son accent indiquait clairement qu'il venait soit des États-Unis, soit du Canada, ce qui correspondait aux analyses précédentes. Un autre détail important dans la vidéo était une mention en arrière-plan. Cover Guy, le nom d'une émission de télé-réalité canadienne où des mannequins s'affrontaient pour des récompenses. Cela confirmait que Luka Magnotta était probablement canadien et résidait au Canada. Cependant, une question troublait encore les membres du groupe. Était-il réellement le tueur des chats? Bien qu'il semblait vaniteux et narcissique, rien dans son apparence extérieure ne laissait penser qu'il était capable de cruauté extrême. Ses interviews montraient un homme souriant, plaisantant et semblant s'intégrer parfaitement avec les gens autour de lui. Mais les membres du groupe savaient que de tels traits de personnalité étaient également typiques chez certains psychopathes notoires, comme Ted Bundy, qui avait le don de charmer ses victimes. En approfondissant leurs recherches, John Green a découvert quelque chose d'étonnant. Beaucoup des photos de Luka Magnotta trouvées sur Internet étaient falsifiées. En examinant de près certaines images, il a remarqué que son visage semblait avoir été superposé à d'autres corps. En cherchant davantage, il a même trouvé les versions originales de certaines photos, prouvant que Luka avait utilisé Photoshop pour créer une fausse image de lui-même. En analysant les nombreuses pages Facebook à son nom, ils ont également constaté que la plupart des commentaires positifs semblaient écrits dans un style identique. Après enquête, il s'est avéré que toutes ces pages et ces commentaires avaient été créés par une seule personne, Luka Magnotta lui-même. C'était désormais clair pour les membres du groupe. Luka avait fabriqué toute sa vie publique. Les articles, les pages de fans, les commentaires admiratifs. Tout cela était une mise en scène destinée à créer une illusion de célébrité. Mais la question restait, pourquoi ferait-il cela? Et était-il réellement le tueur qu'il recherchait? Il est clair que Luka Magnotta était prêt à tout pour devenir célèbre. En approfondissant leurs recherches, les membres du groupe ont trouvé un article et une vidéo publiés en 2007, 3 ans avant la diffusion de la vidéo de la cruauté envers les chats. Cet article, écrit par un journaliste nommé Joe Warmington pour le Toronto Sun, portait sur Luka Magnotta et sa prétendue relation avec une femme nommée Karla Homolka. Qui est Karla Homolka? Karla Homolka était l'une des figures les plus haïes au Canada à l'époque. Elle était l'épouse de Paul Bernardo, un tueur en série tristement célèbre, et leur duo était connu sous le nom des Ken et Barbie Killers. Ils étaient responsables de plusieurs meurtres brutaux, y compris celui de 3 adolescentes, dont la propre sœur de Karla.
Pour échapper à une lourde peine, Carla avait conclu un accord avec les autorités. En échange de son témoignage contre Paul, elle bénéficierait d'une immunité et ne serait pas poursuivie. Cependant, des vidéos diffusées par la suite ont révélé qu'elle avait participé activement aux crimes et parfois même les avait orchestrés. Cela a suscité une immense colère au Canada, car elle a échappé à une véritable condamnation. Carla est devenue l'un des personnages publics les plus détestés du pays. Lien entre Luka Magnotta et Karla Homolka. Luka Magnotta avait prétendu, lors d'un appel à une émission de radio, que sa vie était ruinée par des rumeurs le liant à Karla Homolka. Joe Warmington, intrigué par ces déclarations, avait organisé une interview avec Luka, le considérant comme une figure d'intérêt. L'entretien s'est déroulé dans les locaux du Toronto Sun à Toronto. Luka est arrivé, portant des lunettes de soleil et arborant une attitude hautaine, comme s'il était une célébrité. Lors de l'interview, Luka a déclaré que les rumeurs sur sa prétendue relation avec Karla avaient détruit sa carrière et qu'il recevait des menaces. Cependant, la vérité était que ces rumeurs avaient été fabriquées par Luka lui-même. Il avait utilisé ses comptes et ses pages sur les réseaux sociaux pour propager ses histoires. Son objectif? Attirer l'attention des médias et renforcer sa notoriété. Cette stratégie a partiellement fonctionné, puisque cela lui a valu une interview dans un journal national. Les conclusions des membres du groupe. Cette découverte a confirmé ce qu'ils soupçonnaient déjà. Luka Magnotta était un narcissique prêt à tout pour se faire un nom. Il était capable de falsifier des photos, de créer de fausses histoires et même d'associer son nom à celui d'une criminelle détestée pour attirer l'attention. Ces comportements renforçaient l'idée qu'il pouvait être le tueur de chats qu'il recherchait. En outre, l'interview avec le Toronto Sun leur a fourni une information cruciale. Luka résidait à Toronto à l'époque. Contact avec la police de Toronto, John Green a contacté la police de Toronto pour leur faire part de leur découverte. Il leur a parlé de la vidéo des chats, des similitudes entre Luka et l'individu dans la vidéo, et de toutes les informations collectées par le groupe. Bien que la police ait été initialement sceptique, ils ont finalement décidé d'enquêter. En consultant leur base de données, ils ont trouvé l'adresse la plus récente de Luka, un appartement à Toronto. Quand les policiers se sont rendus à cet appartement, ils ont appris que Luka y avait bien vécu, mais qu'il avait récemment déménagé en Russie. Cette nouvelle a été un coup dur pour les membres du groupe. Si Luka était vraiment en Russie, il serait presque impossible de l'atteindre et encore moins de convaincre les autorités russes d'agir. Retour au calme. Après cette révélation, l'enquête du groupe s'est essoufflée. Leurs discussions sur le groupe Facebook ont diminué et beaucoup ont pensé que c'était la fin de leur quête. Ils avaient perdu espoir de retrouver le tueur des chats ou Luka Magnotta. Une nouvelle vidéo choquante. Quelques mois plus tard, alors que tout semblait calme, une nouvelle vidéo est apparue. Intitulée Bath Time LOL, elle a rapidement été partagée avec Diana, John Green et les autres membres du groupe. La vidéo montrait une baignoire remplie d'eau et un individu dont l'identité n'était pas claire, bien qu'il ressemblât à l'homme des vidéos précédentes. Ce qui se déroulait dans la vidéo était atroce. Dans la nouvelle vidéo publiée par le tueur, on pouvait voir une scène encore plus troublante que les précédentes. L'individu attachait un chat à l'extrémité d'un manche à balai avec du ruban adhésif, le fixant fermement. La pauvre créature semblait épuisée et désespérée. Ensuite, il saisissait le manche de l'autre côté et plongeait le chat dans une baignoire remplie d'eau, le noyant jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Quelques heures après cette vidéo, une autre était mise en ligne. Dans cette nouvelle séquence, on voyait un individu, probablement le même, jouer avec un chat sur un lit. Puis, un énorme serpent apparaissait sous les oreillers et attaquait le chat pour le dévorer. Ces vidéos horribles et dérangeantes ont ravivé la colère des membres du groupe Facebook. Ils se sont immédiatement remis à enquêter. Nouveaux indices. Dans la vidéo où le chat était noyé, l'individu portait des lunettes de soleil. Les membres du groupe ont recherché des photos de Luka Magnotta portant des lunettes similaires. Ils ont trouvé une image où il portait des lunettes au cadre large et distinctif, confirmant davantage leur soupçon qu'il était bien le tueur. Un autre détail a retenu leur attention.
le nom du compte qui avait publié la vidéo sur YouTube, Leslie Ann Downey. Ce nom correspondait à celui d'une des victimes d'un couple de tueurs en série britannique, Ian Brady et Myra Hindley, connus sous le nom de The Moors Murderers. Ces meurtriers avaient tué 5 enfants, dont Leslie Ann Downey. Ce détail renforçait l'idée que le tueur de chats était fasciné par les tueurs en série et cherchait à marcher sur leurs traces. De plus, dans l'enregistrement de la mort de Leslie Ann Downey, les meurtriers avaient diffusé une chanson intitulée Little Drummer Boy. Étrangement, cette même chanson était en fond sonore de la vidéo du serpent, un détail troublant qui montrait l'obsession de Luca pour ses criminels célèbres. Intérêt des médias. Les nouvelles vidéos ont attiré l'attention des médias. Des articles appelaient à retrouver ce malade mental qui torturait et tuait des chats. Parmi les journalistes intéressés, Alex West, un Britannique, a reçu un message d'un compte anonyme affirmant que le tueur de chats se trouvait à Londres, résidant dans un petit hôtel nommé The Fusilier Inn. L'anonyme a également précisé que le nom de l'individu était Luca Magnotta. Rencontre avec Luca. Alex West a pris cette information au sérieux et s'est rendu à l'hôtel avec un collègue. Ils ont trouvé Luca et l'ont confronté. La discussion a été enregistrée et dans l'échange, Luca a nié être l'auteur des vidéos. Cependant, peu après cette confrontation, Alex a reçu un email troublant. Un email inquiétant. L'email provenait d'un expéditeur se faisant appeler John Kilbride, un autre nom lié aux victimes des Moors Murderers. Voici le contenu traduit du message. « Je vais te quitter pour l'instant, mais tu entendras de nouveau parler de moi très bientôt. Cette fois, les victimes ne seront pas de petits animaux. Je t'enverrai une copie de ma nouvelle vidéo. Le meurtre est différent du tabac. On peut arrêter de fumer. Mais une fois que tu goûtes au meurtre, c'est impossible de s'arrêter. L'envie devient trop forte et tu veux continuer. La chose la plus agréable est de voir des millions de personnes en colère et impuissantes, incapables de m'attraper. C'est ce qui me motive. J'aime le risque. C'est amusant de voir les gens rassembler des preuves sans jamais pouvoir me coincer. Ils ne connaissent ni mon nom ni mon identité. Tu dois comprendre que je vais gagner à la fin. J'ai la carte maîtresse et je vais continuer à produire des vidéos. La prochaine fois que tu entendras parler de moi, tu verras un nouveau film de ma création. Et cette fois, il y aura des humains, pas seulement des chats. Le timing de cet email et les détails qu'il contenait ne laissaient aucun doute. Le message venait de Luca Magnotta. Après la diffusion de cet email inquiétant, plusieurs membres du groupe ont tenté de contacter la police britannique, tout comme le journaliste Alex West, mais leurs tentatives sont restées sans réponse. La police britannique n'a pas pris l'affaire au sérieux, considérant ces accusations comme des spéculations de personnes jouant aux détectives en ligne. Selon eux, il n'y avait aucune preuve solide pour incriminer Luca Magnotta. Apparition d'une nouvelle vidéo. Les inquiétudes du groupe se sont concrétisées plus rapidement que prévu, avec la diffusion d'une nouvelle vidéo en ligne. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un animal, mais d'un être humain. Dans la vidéo, on voit un individu vêtu de noir se tenir près d'un lit où un autre homme est allongé, les yeux bandés et apparemment immobilisé. Le tortionnaire commence par caresser la tête de sa victime, puis fixe la caméra sous un angle différent pour filmer la scène. Ensuite, il utilise un objet tranchant pour poignarder la victime avant de la découper en morceaux à l'aide d'une scie électrique. Réaction du groupe. Bien qu'ils aient anticipé une évolution similaire, les membres du groupe ont été choqués en voyant la vidéo. Certains ont essayé d'analyser les images pour obtenir des indices, tandis que d'autres n'ont pas pu visionner la vidéo en entier en raison de sa brutalité. Les analyses ont révélé plusieurs indices pointant vers Luca, comme l'utilisation de la chanson True Faith en fond sonore, la même chanson présente dans plusieurs vidéos liées à des comptes gérés par lui. De plus, le comportement du tueur et ses actions étaient en cohérence avec ce que l'on savait de Luca dans les vidéos précédentes. Difficulté à localiser Luca. Le principal problème était de localiser Luca. Il était connu pour avoir quitté Toronto pour la Russie, puis avait été aperçu à Londres lors d'une interview avec le journaliste Alex West. Mais sa localisation exacte restait floue. Tentative avec la police canadienne.
Après avoir perdu espoir en la police britannique, les membres du groupe ont décidé de contacter à nouveau la police canadienne à Toronto. Celle-ci avait déjà collaboré avec eux et enquêté sur le lieu de résidence de Luca, mais n'avait rien trouvé puisqu'il avait quitté le pays. Cette fois-ci, ils espéraient que la police serait plus réceptive après la diffusion de la vidéo. Un membre du groupe a pris contact avec un enquêteur de la police de Toronto et lui a expliqué la situation, insistant sur le fait que Luca était la personne apparaissant dans la vidéo. Cependant, malgré cette communication, la police n'a pas réagi rapidement. Selon eux, il était difficile de savoir si la vidéo était authentique ou non, et il manquait d'informations pour déterminer où elle avait été filmée. Sans preuve matérielle, comme la découverte d'un cadavre dans leur juridiction, il était difficile pour la police d'ouvrir une enquête officielle. D'un point de vue policier, les éléments disponibles semblaient n'être que des spéculations en ligne. Les membres du groupe ont ressenti de la frustration au début, mais cela ne les a pas empêchés de continuer leurs recherches après la publication de la nouvelle vidéo. Ils ont senti qu'ils devaient absolument retrouver Luca, quoi qu'il en coûte. Ils avaient un dossier complet avec toutes les images de Luca, à la fois réelles et falsifiées, et avaient soigneusement étudié chaque image. Lorsqu'une nouvelle image est apparue, ils l'ont remarquée immédiatement. Diana a remarqué une nouvelle image dans un montage vidéo récemment publié par Luca sur YouTube. Elle l'a envoyé à John Green pour l'analyser et essayer de déterminer sa localisation. L'image semblait récente, car les arbres en arrière-plan n'étaient pas encore totalement verts, ce qui indiquait qu'elle avait été prise au début du printemps. Ils ont alors commencé à analyser l'image plus en détail. Le principal indice de cette image était le panneau de signalisation qui se trouvait en arrière-plan. Ils ont alors commencé à rechercher dans les villes du Canada, soupçonnant qu'il pourrait être toujours en Canada. Ils ont découvert que le type de panneau de signalisation sur l'image correspondait à ceux utilisés à Montréal. Ils ont ensuite utilisé Google Maps et la fonction Google Street View pour explorer les rues de la ville de manière très détaillée. Après plusieurs heures de recherche, John a réussi à localiser l'endroit exact où la photo avait été prise, là où Luca se tenait près d'un escalier. Cependant, leur joie a été de courte durée lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devaient maintenant convaincre la police de Montréal. Malgré la frustration, ils ont décidé de contacter les autorités de la ville. Pendant ce temps, un travailleur d'entretien à Montréal a remarqué quelque chose d'étrange près d'une poubelle. En ouvrant une valise qu'il avait trouvée, il a découvert un contenu choquant et a immédiatement appelé la police. Les autorités sont rapidement arrivées sur les lieux et ont découvert un corps qui avait été sérieusement blessé par des coups de couteau. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, l'affaire a été largement couverte par les médias canadiens. Et les nouvelles ont rapidement atteint les membres du groupe qui suivaient les événements de près. Ils ont également commencé à découvrir de preuves qui pourraient pointer vers Luca. Alors que la police poursuivait l'enquête, plusieurs objets liés au crime ont été retrouvés sur les lieux, y compris des éléments qui semblaient liés à la vidéo qui avait circulé plus tôt. Des documents ont également été trouvés, notamment un permis de conduire et des factures au nom de Luca. Les enquêteurs, lorsqu'ils ont vu les documents, ont d'abord pensé qu'ils appartenaient à la victime, pensant que Luca était la personne décédée. Ils ne pouvaient pas imaginer que le tueur aurait laissé ses propres documents près du corps. Cela semblait étrange, surtout lorsqu'ils ont découvert que Luca avait même laissé son adresse sur l'un des documents, ce qui les a surpris encore plus. Un des policiers est allé directement à l'appartement, le numéro 208, situé dans le même immeuble que la poubelle où le corps avait été retrouvé. En entrant dans l'appartement, tout semblait en ordre, mais l'odeur de produits chimiques de nettoyage était évidente. Cependant, les policiers n'ont pas pu inspecter l'appartement sans un mandat de perquisition, car toute preuve recueillie sans mandat ne serait pas valable devant un tribunal. Ils ont donc demandé une autorisation pour fouiller l'appartement et ont également contacté la gestion de l'immeuble pour obtenir les vidéos des caméras de sécurité. Une caméra montrait l'entrée de l'immeuble et une autre filmait le sous-sol où les habitants déposaient leurs poubelles.
Le nettoyage des déchets était effectué par un employé qui emmenait les sacs à l'extérieur. En analysant les vidéos, ils ont repéré un individu suspect, un jeune homme vêtu d'un t-shirt jaune, qui apparaissait à plusieurs reprises, descendant et remontant les escaliers avec des sacs de déchets. En croisant ces informations avec les vidéos de l'expédition des sacs, les enquêteurs ont rapidement conclu que cet individu était probablement le tueur, se débarrassant du corps le 25 mai 2012. Le lendemain, un événement surprenant s'est produit. Les mains et les pieds de la victime ont été envoyés par courrier au bureau de deux partis politiques majeurs, le Parti libéral et le Parti conservateur, ce qui a déconcerté tout le monde. Les enquêteurs ont déterminé que cela était peut-être une tentative d'attirer l'attention ou un geste narcissique de la part du tueur. Les autorités ont retrouvé une trace de l'envoi des colis et les caméras du bureau de poste ont enregistré un jeune homme envoyant les paquets. En examinant les documents d'expédition, ils ont constaté que l'expéditeur était inscrit sous le nom de Rocco, un des prénoms de Luca. Il avait donc laissé des indices évidents sur son identité, sans même tenter de dissimuler son nom. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs recherches pour retrouver Luca. Ils sont allés interroger sa mère, qui semblait un peu perdue et inquiète, ne sachant pas pourquoi la police la contactait. Lors de leur conversation, elle a mentionné les vidéos de chats, ce qui a donné un aperçu supplémentaire sur l'environnement de Luca et sa mère. Elle n'était pas consciente de l'ampleur des événements ni des meurtres liés à son fils. Ce n'est que plus tard qu'ils ont identifié la victime grâce à une vidéo de l'assassinat, filmée par Luca lui-même. Tous les indices dans la vidéo correspondaient à ceux retrouvés sur le lieu du crime. Le poster de Casablanca, les blessures sur le tronc du corps et les outils utilisés pour le crime. Cela a permis aux enquêteurs de lier le film au corps retrouvé dans les ordures. Il n'y avait aucun doute. Même les enquêteurs expérimentés, habitués à voir des scènes choquantes, ont été bouleversés par cette vidéo. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à un criminel filmant ses actes et les partageant sur Internet. Ils ont rapidement compris qu'ils avaient affaire à une personne psychopathe. La vidéo a permis d'identifier la victime, un homme d'origine asiatique dans la trentaine. Les caméras de surveillance de l'immeuble où vivait Luca ont capturé des images de lui entrant dans le bâtiment avec la victime la nuit du 24 mai 2012. Luca était vêtu d'un t-shirt blanc et la victime portait un t-shirt jaune. Plus tard, les caméras ont montré Luca quittant le bâtiment, portant maintenant un autre t-shirt jaune. Il est ensuite revenu avec un sac, probablement pour se débarrasser des indices. Les enquêteurs ont rapidement identifié la victime comme étant Junlin, un étudiant chinois. Luca l'aurait attiré dans son appartement sous un faux prétexte. Une substance a été retrouvée dans une bouteille d'alcool près des déchets où le corps a été retrouvé. Le lendemain, les autorités ont publié les informations sur Luca Magnotta et Junlin. Les membres du groupe Facebook suivaient l'affaire avec surprise, réalisant que l'individu qu'ils avaient suivi pendant des années était maintenant au centre de l'attention mondiale. Les enquêteurs ont ensuite fouillé un site appelé Craigslist, où Luca avait probablement trouvé sa victime. Une annonce, publiée le 24 mai 2012, a attiré leur attention. Dans cette annonce, Luca cherchait un jeune homme attirant pour un projet personnel. Une annonce qui correspondait bien à son comportement. Cela a renforcé la conviction que Luca était obsédé par des tueurs célèbres. Luca, qui avait tenté de percer dans le cinéma sans succès, a décidé de créer ses propres vidéos. Une chanson, True Faith, jouait en arrière-plan de la vidéo. Cette chanson a également été utilisée dans un film qui parle d'un personnage psychopathe, American Psycho. Cela nous ramène encore à l'obsession de Luca pour les films et les tueurs en série. Gardez cela en tête, car nous reviendrons sur ce point plus tard. Tout le monde craignait que Luca tue à nouveau, et il fallait absolument le capturer rapidement. Comme nous l'avons mentionné, le crime a été découvert le 29 mai, mais il a eu lieu réellement la nuit du 25 mai. Luca avait donc 3 jours, 26, 27, 28 mai, pour fuir avant que la police ne le cherche activement.
Lorsque la police a appris l'existence du groupe Facebook qui avait suivi Luca, ils ont pris contact avec les membres pour examiner les preuves qu'ils avaient collectées pendant ces 2 années. Les membres du groupe ont accueilli favorablement cette collaboration, voyant cela comme une reconnaissance officielle de leur travail. Les enquêteurs ont été avertis que Luca pourrait bien recommencer à tuer, étant donné son obsession pour les tueurs en série et sa déclaration selon laquelle il voulait créer plusieurs films, pas seulement un. Ils ont rapidement compris que Luca, dans son narcissisme, laissait délibérément des indices pour attirer l'attention. Les caméras de surveillance ont montré qu'il portait un T-shirt noir avec un motif de Mickey Mouse le dernier jour où il est sorti de l'immeuble. La police a d'abord cherché à l'aéroport, pensant qu'il allait fuir à l'international. Grâce aux enregistrements de caméras de sécurité, ils ont confirmé qu'il était bien à l'aéroport le 26 mai, en route pour Paris. Les autorités françaises, alertées tardivement, ont rapidement déployé une équipe pour suivre la piste. À l'aéroport de Paris, ils ont vu Luca se diriger vers un taxi et le chauffeur a confirmé qu'il l'avait conduit à un hôtel, le Novotel. Cependant, lorsqu'ils ont vérifié les enregistrements de l'hôtel, ils ont découvert qu'il était parti en pleine nuit et que personne ne savait où il était allé ensuite. L'enquête a pris un tournant important lorsqu'ils ont appris que Luca avait utilisé sa carte bancaire dans un distributeur automatique à Paris, ce qui a confirmé qu'il était toujours dans la ville. Cependant, malgré les recherches dans la zone, aucune nouvelle piste n'a émergé. La police était toujours dans l'incertitude quant à sa localisation exacte. La police française n'a pas immédiatement annoncé que Luca Magnotta, le suspect du meurtre, se trouvait à Paris. Toutefois, l'information a rapidement circulé dans les médias en raison de la notoriété du cas au Canada. Cela a entraîné un afflux massif de signalements, beaucoup d'entre eux étant erronés. Les témoins croyaient avoir vu Luca dans des lieux publics, mais souvent, il s'agissait de personnes ressemblant à lui, ce qui a rendu les recherches plus difficiles. Un jour, un homme a contacté la police pour signaler que Luca avait séjourné chez lui. Luca lui avait expliqué qu'il séjournait à l'hôtel Novotel, ce qui a confirmé aux policiers que l'homme disait la vérité. Selon cet homme, Luca l'avait rencontré via un site de rencontre et bien qu'il n'ait pas eu de relation, Luca était parti tôt le matin suivant, probablement alerté par les nouvelles le concernant. L'homme a ensuite pris conscience qu'il avait hébergé un meurtrier et a informé la police, fournissant un numéro de téléphone utilisé par Luca pour le contacter. Cela a permis aux enquêteurs de localiser l'endroit où Luca avait utilisé son téléphone et de commencer à explorer les hôtels autour de cette zone. Ils ont trouvé un petit hôtel nommé Soman, où Luca avait réservé une chambre sous un nom fictif, Kirk Tarmil. Ce nom allait devenir crucial dans l'enquête, car Luca semblait avoir commencé à utiliser une fausse identité dans ses tentatives de fuite. Cependant, la situation est devenue encore plus compliquée lorsque la police a appris qu'un café Internet en Allemagne avait joué un rôle clé. Le propriétaire, qui était un grand fan de crimes célèbres, avait reconnu Luca parmi ses clients, alors qu'il utilisait l'ordinateur dans le café pour consulter son profil sur un site de la police internationale, Interpol. Le propriétaire a immédiatement alerté les autorités et Luca a été arrêté rapidement par la police allemande. Après son arrestation, les autorités allemandes ont décidé de l'extrader vers le Canada. En raison de la nature de son crime, il a été transporté sous haute surveillance à bord d'un avion militaire, car aucune compagnie aérienne civile n'était prête à accepter un passager aussi célèbre. Une fois arrivé au Canada, Luca Magnotta a été remis aux autorités canadiennes pour faire face à la justice. L'accueil de Luca Magnotta a été énorme. Il a été transporté sous escorte policière et l'affaire est devenue un véritable cirque médiatique. Les journalistes et les caméras étaient partout. Et c'était probablement ce genre de réception que Luca voulait. Finalement, il a obtenu ce qu'il recherchait, l'attention. Il est devenu la personne la plus suivie et chaque journal, chaque chaîne de télévision voulait faire un reportage sur lui. C'était probablement la fin de sa vie criminelle, mais il a obtenu la célébrité qu'il désirait. Arrivé au poste de police, il a été placé dans une salle spéciale pour l'interrogatoire.
Mais avant de discuter de ce qui s'est passé lors de cette session, parlons un peu de la mère de Luca, car elle a fait des déclarations intéressantes. Comme je l'ai mentionné, la mère de Luca était au courant des vidéos de maltraitance animale diffusées sur Internet. Cependant, elle défendait son fils en affirmant que ce n'était pas lui le véritable coupable, mais qu'il avait été manipulé par une autre personne pour commettre ces crimes. Elle a déclaré que son fils avait été influencé par un certain Manny, une personne qui, selon elle, contrôlait son fils en coulisses. Lors des interviews, la mère de Luca a raconté que son fils, étant jeune, était un garçon gentil et sensible, mais qu'il avait été victime de harcèlement. Cela l'avait poussé à se replier sur lui-même et à passer beaucoup de temps à regarder des films, qui étaient pour lui un refuge. Son amour du cinéma l'avait poussé à vouloir devenir acteur. Cependant, après avoir déménagé à Toronto dans la vingtaine, Luca a échoué à percer dans le milieu du cinéma et du mannequinat. Selon sa mère, il s'est ensuite tourné vers la prostitution, ce qui lui offrait une stabilité financière. Luca lui avait expliqué que certains de ses clients étaient violents, ce qui l'affectait psychologiquement. Il lui a aussi parlé d'un client nommé Manny Lopez, qui, selon Luca, le harcelait. Manny le suivait partout, l'appelait constamment, et peu importe où Luca allait, il finissait toujours par le retrouver. Luca disait que Manny prétendait avoir des relations avec des gens puissants, ce qui le rendait encore plus dangereux. Selon Luca, Manny l'avait torturé et humilié, ce qui l'avait profondément affecté tant sur le plan physique que psychologique. Ensuite, un vidéo de maltraitance animale a circulé parmi les proches de la famille, et ils ont identifié Luca comme étant la personne dans la vidéo. Rappelons qu'au début de l'affaire, un membre anonyme d'un groupe Facebook avait donné le nom de Luca. Il est possible que ce soit un membre de sa famille qui ait fait cette révélation, ou peut-être même Luca lui-même, étant donné son désir de célébrité. Quand la mère de Luca a vu les vidéos de maltraitance animale, elle l'a immédiatement appelé pour lui demander des explications. Luca a admis être l'auteur des vidéos, mais il a insisté sur le fait que c'était Manny qui l'avait forcé à les filmer. Luca a dit à sa mère que Manny était celui qui avait mis ces vidéos sur le dark web où elle générait de l'argent. Luca a ensuite montré à sa mère une scène précise de l'une des vidéos, où l'on voyait une autre paire de mains qu'il attribuait à Manny. Lorsque la mère a insisté pour qu'il aille à la police, Luca a refusé, affirmant que si elle allait dénoncer Manny, cela mettrait fin à leur vie à tous les deux. Il la persuadait de ne rien faire, car Manny était trop dangereux. C'était l'histoire que la mère de Luca racontait et qu'elle défendait encore aujourd'hui, affirmant que son fils était innocent et que tout cela était dû à l'influence de ce mystérieux Manny. Ce n'était pas seulement la mère de Luca qui témoigna de l'existence de ce Manny. L'avocat Romeo Salta raconte qu'en 2011, il a reçu un appel d'une personne, c'est-à-dire après la diffusion des vidéos de maltraitance animale, mais avant le meurtre. L'avocat se trouvait à New York à ce moment-là. Il dit qu'il a reçu un appel d'un homme qui insistait pour le rencontrer immédiatement, arguant que la situation était une question de vie ou de mort. Cette personne était, bien sûr, Luca Magnotta. Luca s'est rendu au bureau de l'avocat. Dès qu'il est entré, l'avocat a remarqué qu'il semblait épuisé, maigre et fatigué. L'avocat lui a demandé pourquoi il voulait absolument le voir. Luca a répondu « Je suis accusé d'avoir tué des chats ». L'avocat lui a alors demandé « C'est toi qui as tué ces chats ?» Luca a confirmé, mais a ajouté qu'il avait été contraint de le faire par quelqu'un d'autre, une personne nommée Manny. L'avocat lui a immédiatement conseillé d'aller à la police. Mais Luca a réagi rapidement. « Non, je ne peux pas. Manny est partout. Il est très influent et puissant. Il peut me retrouver n'importe où. Manny m'a toujours torturé et m'a forcé à faire ces choses que je ne voulais pas faire. » Luca parlait avec une voix brisée, selon l'avocat. Après cette rencontre, l'avocat n'avait pas de solution immédiate pour Luca, mais lui a promis qu'il chercherait une issue. Le même jour, Luca a envoyé un email à l'avocat avec une liste des abus qu'il aurait subis de la part de Manny, y compris des étranglements, des électrocutions, des coups de crayon et de stylo, des menaces de le faire manger des parties d'animaux crus et même des vers qu'il devait manger. Il disait que Manny l'avait contraint à faire des actes horribles envers les animaux,
des choses qu'il était difficile de décrire. Une semaine plus tard, l'avocat a reçu un autre email de Luca, dans lequel il disait que Manny le suivait toujours et l'appelait sans cesse. Luca a ensuite envoyé des photos de lui-même montrant des marques de coups et de blessures, en affirmant que c'était Manny qui lui avait infligé ces blessures. Plus tard, l'avocat a reçu un appel de la police de Miami. Ils lui ont dit que Luca était à l'hôpital et la police a expliqué qu'il avait été drogué et enlevé à New York par Manny et ses associés. Ils l'ont emmené à Miami, où ils l'ont maltraité avant de le jeter sur la plage. La police l'a retrouvé dans cet état, avec des traces de violence sur son visage et son corps. Luca était dans un état de confusion, disant qu'il avait perdu une partie de sa mémoire. La police l'a transporté à l'hôpital pour le soigner. Et selon leur rapport, Luca était terrifié et craint que Manny revienne. Cependant, la police n'a pas pu trouver de traces de Manny. C'était l'histoire de la relation entre Luca et cet avocat. Après cet épisode, les deux ont cessé de communiquer. Un an plus tard, le meurtre connu de Luca a eu lieu et la vidéo horrible de son crime a été diffusée sur Internet. L'avocat a dit que lorsqu'il a appris que le principal suspect était Luca, il n'a pas pu y croire. C'était le même jeune homme fragile, timide et toujours pleurant de sa situation, celui qui avait commis ce crime atroce. Alors, quel est le secret ici? Et qui est vraiment Manny? Quel est son rôle? Revenons maintenant à la salle d'interrogatoire. Après avoir amené Luca dans la pièce, on l'a laissé seul un moment. Puis, l'inspecteur est arrivé et a essayé de lui parler, mais Luca a d'abord refusé de répondre. Il ne disait rien et regardait juste vers le bas. L'inspecteur lui a expliqué « Je ne suis pas ici pour te demander si tu as commis ce crime. Nous connaissons tous les détails. Les preuves sont là. Je veux savoir pourquoi tu l'as fait. » Luca est resté silencieux. L'inspecteur a insisté en disant qu'il pouvait l'aider et que si Luca parlait, il pourrait obtenir une sentence plus clémente. Luca est resté silencieux, puis il a dit qu'il avait froid et a demandé une veste, ce qu'on lui a apporté. Ensuite, Luca a demandé une cigarette. L'inspecteur lui en a donné une. L'inspecteur a continué de lui poser des questions, notamment en montrant une photo de la victime, John Lynn, et en lui disant que la famille de John Lynn voulait des réponses. Luca, cependant, est resté très peu loquace. Finalement, il a dit « Je suis fatigué, je ne peux pas parler ». Et l'inspecteur a répondu « Très bien, réfléchis à ce que je t'ai dit, je reviendrai quand tu seras prêt à parler ». Les caméras le filmaient pendant tout ce temps. L'inspecteur est sorti de la pièce, laissant Luca seul, marchant dans la pièce en réfléchissant à sa prochaine étape. Luca savait déjà ce qu'il voulait dire. Il réfléchissait simplement à la meilleure manière de le formuler. Il savait qu'il n'avait pas les moyens d'engager un avocat, mais les autorités devaient lui en fournir un, ainsi qu'une équipe de défense. Le rôle de l'équipe de défense n'était pas de prouver son innocence, mais de comprendre les raisons de son acte afin de pouvoir éventuellement alléger sa sentence. Un psychologue, le docteur Joel Watts, a été nommé pour faire partie de l'équipe de défense. Il a donc rencontré Luca pour lui demander les raisons de son acte. Luca a expliqué au psychologue que ce n'était pas lui qui avait orchestré le crime, mais qu'il avait été manipulé et forcé de le faire par un homme nommé Manny. Luca a raconté son histoire avec Manny, en disant que cet homme était entré dans sa vie et l'avait détruite, le forçant à suivre ce chemin sombre. Luca a dit que Manny observait le crime depuis le début, manipulant tous les fils en coulisses. Il était garé devant l'appartement, surveillant la situation depuis sa voiture. À chaque instant, il appelait Luca pour lui donner des instructions détaillées sur ce qu'il devait filmer et faire. Luca exécutait le crime selon ses instructions. Puis, Luca a remis la vidéo du crime à Manny, qu'il a publiée sur Internet. Le psychologue était surpris par cette histoire, mais il a été encore plus étonné de découvrir que des personnes confirmaient le récit de Luca. Sa mère croyait totalement à son histoire et lui avait parlé de cet homme, Manny, bien avant le crime. Bien sûr, la défense ne pourrait pas accepter les déclarations de sa mère comme une preuve solide, mais ce qui était encore plus étrange, c'étaient les témoignages d'autres personnes. Ils ont obtenu la déclaration de l'avocat Romeo Salta, basé à New York, qui avait été en contact avec Luca un an avant le crime.
Luca lui avait parlé de Manny, de la façon dont il le harcelait, le suivait et le forçait à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Puis est survenu l'incident d'enlèvement, où Manny et ses complices ont drogué Luca, l'ont enlevé à New York et l'ont emmené à Miami. Là-bas, ils lui ont fait des choses innommables avant de le jeter sur la plage. La police l'a retrouvé, l'a conduit à l'hôpital, et dans le rapport de la police, ainsi que dans celui de l'hôpital, il était clairement indiqué que Luca présentait des signes de maltraitance physique et psychologique. Lorsque la défense a vu tous ces rapports, témoignages et preuves sur l'existence de cette personne, Manny, avant le crime, ils ont commencé à croire qu'il s'agissait d'une personne réelle. En 2012, à Paris, la première audience a eu lieu pour entendre la réponse de Luca et de sa défense aux accusations. Il a répondu qu'il n'était pas coupable. C'est ainsi que le procès a commencé. Le procès allait durer un certain temps, avec plusieurs sessions, et étant une affaire très médiatisée, chaque détail a été publié dans les médias et les journaux. Les nouvelles ont circulé, et il a été rapporté que Luca ne niait pas avoir commis le crime, mais il affirmait qu'il n'était pas le cerveau du crime et qu'il avait agi sous pression et menace de la part de Manny Lopez. Le nom de Manny est rapidement devenu connu, apparaissant dans les nouvelles et les histoires publiées dans les journaux. Nous revenons maintenant au premier protagoniste, John Green, Diana et les membres du groupe Facebook. Ces personnes avaient mené une enquête sur Luca et avaient rapidement pu identifier la véritable nature de Manny. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les membres du groupe avaient une liste de tous les personnages que Luca avait usurpés en ligne, avec chaque personnage utilisé dans un contexte particulier. Par exemple, des noms comme Vladimir Rimanova, Jasmine, Jimmy Kirk, Tramiel Beverly Kent et même Batman, entre autres. Ces personnages n'étaient pas des noms choisis au hasard, ils avaient tous un sens. Le dernier personnage utilisé par Luca était celui de Kirk Tramiel, qu'il avait adopté lorsqu'il se cachait à Paris. Les membres du groupe ont cherché ce nom, Kirk Tramiel, et ont découvert qu'un personnage dans un film portait un nom similaire, Tramiel. Ce personnage dans ce film s'appelait Catherine Tramiel. Bien que je ne mentionnerai pas le nom du film en raison de scènes inappropriées, il est important de le connaître pour comprendre le crime. Lorsqu'ils ont vu l'une des scènes du film, tout est devenu clair pour eux. La scène en question était très explicite. Le personnage de Tramiel est montré avec son amant dans un lit où il est attaché. C'était exactement la même situation que celle du corps de la victime, John Lynn, dans la vidéo du crime de Luca. L'amant dans le film n'avait pas conscience que sa compagne était une tueuse, jusqu'à ce qu'elle prenne un casse-glace et commence à le poignarder dans la poitrine et l'abdomen. Une scène presque identique à celle de la vidéo de Luca. Cela a permis aux membres du groupe de comprendre d'où Luca avait tiré l'idée pour sa vidéo. Quand Luca a dit qu'il allait créer des films, ce n'était pas une déclaration anodine. Il avait cette intention depuis le début. Il a tout fait pour rendre sa vidéo aussi proche que possible de la scène du film. Et même s'il a utilisé un tournevis pour poignarder, il l'a peint en argent pour qu'il ressemble à un casse-glace. Il y a aussi une citation que Luca avait envoyée à un journaliste, Alex West, dans un email où il disait « Le meurtre n'est pas comme fumer. Fumer, tu peux arrêter, mais tuer, tu ne peux pas. » Cette phrase est tirée du film, prononcée par le personnage de Tramiel. Et concernant la cigarette, rappelez-vous que lorsque Luca a demandé une cigarette pendant son interrogatoire, cela faisait écho à une scène dans le film. Le personnage de Tramiel, lorsqu'il a été arrêté et interrogé par la police, a également demandé une cigarette et a fumé durant l'interrogatoire. On comprend à quel point cette personne est malade mentalement et un psychopathe de première classe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un des personnages du film, l'ex-petit ami du personnage de Tramiel, vous vous souvenez de son nom? Eh bien, devinez quoi? Son nom était Manny. Oui, Manny était simplement un nom que Luca a tiré du film sur lequel il a basé son crime. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il avait planifié cela longtemps avant le crime, plus d'1 an en fait. Il a commencé à laisser des indices sur l'existence de ce personnage, Manny. Il a informé sa mère et son avocat, a mis en scène un enlèvement, est allé à l'hôpital et a fait en sorte que la police rédige un rapport. Bien sûr,
Il s'est infligé des blessures pour qu'elles apparaissent comme des signes de maltraitance physique, tout en jouant également la victime psychologique, prétendant être poursuivi par cet homme, Manny. Et là, on revient à la personnalité narcissique de Lucas. Il croyait être plus intelligent que tout le monde et pensait que si cette farce qu'il avait préparée depuis longtemps, bien avant le crime, fonctionnait, il pourrait tromper les gens. Mais tout cela n'était que des balivernes, une tentative de s'en sortir une fois qu'il serait capturé. Il se croyait un génie maléfique qui avait tout prévu et allait tromper le monde. Mais bien sûr, la supercherie n'a pas fonctionné. Durant son procès, qui a duré un long moment, aucune preuve n'a été trouvée pour corroborer l'existence de ce personnage, Manny. En fait, toutes les preuves ont montré que ce personnage n'était qu'une invention. Finalement, tout le monde a compris que Lucas n'était qu'un malade mental, un psychopathe. Peut-être qu'il se voyait déjà dans son rôle de génie criminel, mais en fin de compte, il a atteint son objectif. Il est devenu célèbre. Ce n'était peut-être pas la célébrité qu'il espérait au début, mais il a réussi à attirer l'attention. Le procès de Lucas a duré environ 2 ans et demi, et à la fin, la sentence est tombée en décembre 2014, une condamnation à la prison à vie. À la fin de l'histoire, il y a quelques points qu'on doit souligner. Les membres du groupe Facebook, malgré leur enquête minutieuse et leur intelligence à relier beaucoup d'informations, n'auraient probablement jamais pu découvrir le nom de Luca Magnotta sans l'aide d'une personne anonyme. On suppose que cette personne pourrait être l'un des proches de Luca qui a vu la vidéo, ou peut-être même Luca lui-même, car sa personnalité narcissique pourrait l'avoir poussé à vouloir que son nom soit découvert. Il suivait en effet les recherches menées sur lui et faisait même partie du groupe Facebook. Quand le journaliste Alex West à Londres a reçu un message d'un inconnu affirmant que Luca se trouvait dans un hôtel, il est fort probable que ce message venait de Luca lui-même. Je ne doute pas de cela. Et honnêtement, je ne blâme pas vraiment les autorités et la police, car elles n'ont pas agi immédiatement. Certes, si elles avaient réagi plus tôt, le crime aurait peut-être pu être évité, mais il n'y avait pas assez de preuves pour intervenir à l'époque. C'étaient seulement des soupçons et des analyses, et il était difficile de localiser Luca. Même s'ils avaient réussi à l'arrêter d'une manière ou d'une autre, il est probable que le verdict n'aurait pas été plus sévère à ce moment-là, et il aurait peut-être même pu nier toutes les accusations et s'en sortir indemne. Je respecte l'effort des personnes impliquées dans la recherche, leur dévouement pendant ces 2 années. Mais je ne pense pas qu'elles aient joué un rôle direct dans l'arrestation de Luca. Cependant, elles ont joué un rôle crucial dans la découverte de sa personnalité, dans l'analyse de ses mensonges, et je crois que leur enquête a été utile lors du procès. Une autre question qui vous vient peut-être à l'esprit. Qui étaient les mains qu'on voit dans la vidéo avec le serpent géant? Les mains dont Luca a dit qu'elles lui appartenaient. D'après les enquêtes de certains journalistes, ces mains appartiennent probablement au propriétaire du serpent, et il se trouve que ce propriétaire était en réalité une femme. Cette femme a refusé que son identité soit révélée et a déclaré qu'elle n'avait pas su que le serpent serait utilisé pour tuer un chat et filmer la vidéo. Je ne sais pas à quel point cette déclaration est vraie, mais c'est l'information que j'ai. Il est probable que Luca lui ait payé pour qu'elle apporte le serpent. Enfin, une information étrange et surprenante. Luca a été transféré ces dernières années dans une prison à sécurité moyenne. Au départ, il était dans une prison à sécurité maximale, mais ensuite, il a été déplacé dans un établissement où les détenus ont un accès limité à Internet. C'est là que je crois avoir trouvé certains de ses comptes en ligne. Luca semble toujours publier du contenu, même depuis la prison. J'en suis presque certain, car son style d'écriture et son approche sont bien connus, même de ma part. Il gère une chaîne YouTube où il publie des vidéos depuis 2 mois, et il continue à faire ce qu'il faisait auparavant. Il crée des vidéos de montage où il se vante de lui-même, ou publie des vidéos de nouvelles à son sujet, comme des relations avec des célébrités ou des films qui devraient être faits sur lui. C'est pitoyable. Et si vous regardez les commentaires sous ces vidéos, vous trouverez des comptes qui écrivent des messages de louange et de soutien, mettant même des photos de lui comme photos de profil.
c'est évident que ce sont ses propres comptes. En fait, si vous explorez ses comptes, vous trouverez des vidéos et des messages qui lui sont associés. Il continue de publier une quantité incroyable de vidéos, même après toutes ces années passées en prison. Alors, pourquoi ce besoin de célébrité? Je ne sais pas. Mais ce malade est l'un des criminels les plus étranges que j'ai jamais rencontrés. C'est l'une des affaires les plus fascinantes, franchement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Merci pour votre suivi et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt!